Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rien n'y a fait, ni les appels à faire barrage venus de la gauche italienne, ni les avertissements lancés par la présidente de la Commission européenne n'ont empêché la droite ultra-conservatrice de remporter les législatives en Italie. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à Rome, Frédéric Michel. Bonjour. Frédéric, est-ce que vous êtes là ? On a un petit problème avec Frédéric Michel qu'on va retrouver un petit peu plus tard, Dimitri. Mais je vous propose déjà d'écouter celle qui se revendique comme la future première ministre, Giorgia Meloni, qui a tout de suite voulu tourner la page d'une campagne violente. Elle promet de gouverner pour tous les Italiens. On l'écoute. C'est merveilleux aujourd'hui. C'est un moment heureux, vraiment très heureux. L'Italie a enfin retrouvé une colonne vertébrale. Objectivement, nous avons vécu une campagne électorale qui n'a pas été belle, dans laquelle les tons étaient exagérés. Une campagne électorale violente, une campagne électorale agressive. Cependant, je pense que la situation dans laquelle est l'Italie, ainsi que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne, est une situation particulièrement complexe à laquelle nous devons faire face. Une situation qui demande, disons-le, la contribution de chacun, qui requiert un climat serein et un respect mutuel qui est à la base de tout système démocratique. Voilà la voix de Giorgia Meloni, donc cette nuit. On a retrouvé la liaison avec Frédéric Michel en direct de Rome. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, la coalition qu'elle emmène, Giorgia Meloni, peut crier victoire, hein. Les résultats sont quasi définitifs. Quels sont-ils ? Oui, ce sont des résultats maintenant définitifs à 80%. Des bureaux de vote ont été dépouillés. Giorgia Meloni obtient un peu plus d'un quart des suffrages avec au moins 26% des voix. Ses alliés de la Ligue et de Forza Italia sont des scores modestes, eux, entre 8 et 9%. Mais la coalition des droites est largement en tête. La gauche accuse un retard de 17 points. Le mouvement 5 étoiles, en fort retrait, mais avec 14% des voix, continuera à jouer son rôle de poil à gratter. Mais incontestablement, la grande gagnante s'appelle Giorgia Meloni. Elle écrase tout. Elle a réussi à faire de son mouvement post-fasciste le premier parti d'Italie et s'apprête à entrer dans l'histoire en devenant la première femme à diriger le pays. Merci Frédéric Michel, qu'on retrouvera toutes les demi-heures dans Europe Matin jusqu'à 9h. L'actualité en France à présent. Premier baptême du feu pour le gouvernement d'Elisabeth Borne avec la présentation du projet de loi de finances 2023. Il devrait acter la fin du quoi qu'il en coûte avec la fin du prêt garanti par l'État. Le PGE destiné aux entreprises ne sera pas renouvelé l'année prochaine. Même chose pour la prise en charge systématique du chômage partiel. Il contient aussi d'autres mesures fortes, Baptiste Morin. Oui, la première, c'est le bouclier tarifaire nouvelle formule. En 2023, la hausse des factures d'électricité et de gaz sera plafonnée à 15%. Coût pour l'État, 16 milliards d'euros. Autre mesure pour le pouvoir d'achat, le relèvement du barème de l'impôt sur le revenu, 6,2 milliards d'euros, pour éviter aux Français les plus modestes de devenir imposables du seul fait des hausses de salaire liées à l'inflation. Dans ce projet de loi de finances aussi, un allègement de la CVAE, un impôt de production pour les entreprises, 2 milliards d'euros en moins en 2023, puis les 2 milliards d'euros restants en 2024. Le gouvernement devrait aussi gonfler l'enveloppe du dispositif MaPrimeRénov', 2,6 milliards d'euros qui devraient être concentrés sur les rénovations globales plutôt que sur les petits gestes. Enfin, ce projet de loi devrait augmenter également les dépenses de la mission travail de près de 7 milliards d'euros, notamment pour soutenir l'apprentissage. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Deux autres textes seront également présentés. Le budget de la sécurité sociale et les énergies renouvelables. Pas de trace à ce stade d'une quelconque mesure concernant la question des retraites. Pas un mot sur la réforme, même si dans ses différentes déclarations, l'exécutif maintient sa volonté de rouvrir le chantier avant l'été 2023. Europe 1, il est 7h05. En Russie maintenant, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine prend une tournure dramatique. Ce n'est peut-être pas ce qu'avait prévu le Kremlin. Difficile de fournir des chiffres précis sur ces Russes qui refusent la mobilisation, mais il y a les images, que ce soit par la route, le train ou l'avion. Plusieurs milliers de personnes cherchent à fuir à tout prix. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes notre spécialiste de la Russie, vous avez été correspondant d'Europe 1 à Moscou. Nicolas, à l'heure où l'on se parle, est-ce que l'on a une idée des Russes qui partent au front, réellement ?
Alors c'est très compliqué parce que le recrutement semble se faire en dépit des âges, du bon sens, des métiers, des hommes. Par exemple, les chemins de fer russes ont été sommés de fournir 10 000 personnes alors qu'ils peinent déjà à remplir leur mission pour alimenter l'armée sur le front ukrainien. Donc ce sont autant de recrues qui n'auront aucune envie de se battre et qui partent pour certaines déjà ivres mortes. Vieille tradition russe, le meilleur antidépresseur c'est la vodka. La recherche d'hommes se poursuit aussi dans les prisons. Selon certains sites d'opposition, il y aurait déjà 20 000 à 30 000 condamnés qui auraient signé pour partir sur le front. Et puis maintenant, ce sont les travailleurs immigrés d'Asie centrale qui sont incités à s'enrôler avec la promesse d'obtenir un passeport russe en 1 an de contrat militaire au lieu de 5 années nécessaires dans le civil. Nicolas, le Kremlin est obnubilé par la guerre en Ukraine. Il peine en conséquence à tenir sa base arrière en Asie centrale. Exactement, l'armée russe et la diplomatie russe sont affaiblies. Et donc il y a 2 conflits qui se ravivent, l'un entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'autre entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Il y a déjà plusieurs centaines de morts en quelques semaines sur ces fronts. Moscou n'a pas les moyens de faire fonctionner l'organisation du traité de sécurité collective dont elle est la patronne dans la région. Et c'est un autre signe que les militaires russes sont dépassés par toutes les missions qui leur sont imposées. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1. Moscou doit cesser d'agiter la menace nucléaire. Son utilisation aurait des conséquences catastrophiques. Avertissement de Washington qui a pris la peine de le faire savoir directement au Kremlin via ce que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken appelle des canaux privés. En Iran maintenant, l'heure est à la répression des manifestations pour davantage de liberté. Vie, liberté, c'est peut-être le slogan de ce soulèvement populaire que vous venez d'entendre à l'instant à Téhéran et dans plusieurs villes du pays. Des centaines, peut-être des milliers de femmes laissent tomber le voile et n'hésitent pas à braver le pouvoir au péril de leur vie. Une 50aine de manifestants tués par les policiers qui ont reçu l'ordre de ne faire preuve d'aucune indulgence. Allez, 7h08, nous sommes à moins de 2 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar et on ne peut pas dire que les Bleus nous aient rassurés hier soir. Ça non, défaite de 2-0 face au Danemark, on pourra toujours se dire qu'il manquait beaucoup de titulaires et qu'après tout, cela évitera à certains de prendre la grosse tête avant d'aller défendre un titre de champion du monde. Sauf que, Cyril de la Morinerie, il y a de vrais motifs d'inquiétude pour ces Bleus-là. Oui, Didier Deschamps doit se poser des questions car après une victoire probante contre l'Autriche jeudi dernier, les Bleus sont retombés dans leur travers. Mis à part 20 bonnes premières minutes, les Français n'ont pas existé. Lloris, Pogba, Benzema n'étaient pas là. Et bien le manque d'expérience s'est ressenti sur le terrain. Même Kylian Mbappé, la superstar de l'équipe de France, d'habitude irréprochable, a manqué ses tentatives. Or au Qatar, les Français qui retrouveront notamment les Danois dans leur groupe devront faire beaucoup mieux, confirme le sélectionneur Didier Deschamps. Qu'on ait encore eu une piqûre de rappel aujourd'hui par rapport à ce qui va nous attendre dans 2 mois. À partir du moment où on en met moins, c'est compliqué pour tout le monde. Le très haut niveau demande des exigences maximales. Quand c'est sur un tournoi final comme une Coupe du Monde, encore plus. Malgré ce revers, les Bleus restent dans l'élite de la Ligue des Nations après la défaite de l'Autriche. Un moindre mal, admet le sélectionneur qui pense déjà au mois de novembre. Didier Deschamps annoncera alors sa liste de joueurs. Le patron des Bleus espère s'appuyer sur ses cadres au Qatar. Premier match prévu le 22 novembre prochain contre l'Australie. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci Christophe Lamaron.